Donc, j'ai fait cette causerie, enfin, j'ai lancé cette causerie parce que je suis de très loin le groupe Facebook, mais je sais aussi que les gens focalisent toujours sur type stratégie, qui est, c'est clair, le premier point qu'on va regarder dans le design humain. Et en même temps, pour moi, c'est pas le point le plus important. Euh, Ça, c'est déjà, ça m'arrive, moi, de faire des séances avec des gens où je vais même pas leur parler de leur type et leur stratégie, en fait. Parce qu'il y a des choses bien plus importantes que ça. Et j'aurais envie de dire, le type et la stratégie, et l'autorité intérieure, on pourrait mettre les trois, hein, euh, viennent quelque part nous donner des clés de notre mode d'emploi. Donc, comment je vais m'utiliser pour être au mieux et pour être le plus aligné possible. Donc c'est important. Et en même temps, il y a d'autres choses qui sont pour moi plus importantes. Et je ne sais pas comment ça a résonné pour vous quand on vous a donné votre type et votre stratégie au début, si vous avez fait votre design avec quelqu'un, ou quand vous avez découvert votre type et votre stratégie en découvrant le design par vous-même. Je ne sais pas comment ça a résonné. Je ne sais pas si quelqu'un veut partager. Moi, ma première réaction, c'était ouh là là, mais qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Si je dois attendre l'invitation, ça m'a vraiment, j'ai vécu quelques mois d'abattement à me dire quelle mauvaise nouvelle, quoi. Hmm, Ouais. Mm, ok. mm. Les autres? Bah, Pour je me moi, ça a lance. été Ah, plus pardon. un soulagement, en fait, comme une confirmation de ce que je ressentais à l'intérieur, Ok, que ce soit pour mon type, en fait, ou pour mon autorité. ok. Et toi, t'es manifesteur. Célia, tu voulais partager? Ouais, bah écoute, moi, ça m'a fait plaisir de savoir que j'étais réflecteur. Vraiment, vraiment beaucoup. Et après, ouais, par rapport à la stratégie, l'autorité, j'ai mis beaucoup de temps à me familiariser avec elle. Vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Parce que là, pour le coup, ça ne m'a pas du tout parlé. Après, je vois bien le bienfait que j'en récolte, mais c'est dur à mettre en place. Ouais. Hmm, ok. Moi, quand j'ai... Alors, déjà, quand moi j'ai découvert mon type, ma stratégie, mon autorité intérieure, ça me parlait pas du tout, en fait. Et j'ai souvent mes clients qui vont me dire, ok, répondre, ça veut dire quoi? Ou alors, bah oui, mais moi, des fois, j'ai pas envie de répondre oui, en fait. Oui, t'es pas obligé de répondre toujours oui. Ou alors, j'ai aussi des gens, des fois, qui viennent, qui me disent, j'ai fait mon design. Bah, je comprends rien, en fait. On m'a dit que je suis un générateur, je dois répondre, mais je sais pas ce que ça veut dire. J'entends souvent des projecteurs qui me disent, ok, mais c'est quand qu'elle vient, l'invitation? J'en ai trop marre d'attendre. Voire, là, je le dis en rigolant, mais des fois, c'est avec pas mal de colère, quand même. Et puis informer, informer, mais informer, qui, informer pour quoi faire et pourquoi je devrais informer, etc. Donc c'est comme un manque de sens. Pourquoi il faut que ce soit comme ça? Pourquoi c'est ça la stratégie en fait? Donc ça c'est un point sur lequel j'ai envie de revenir. Mais avant j'avais envie voilà, imaginez on vous offre un cadeau, un super cadeau, et puis dedans il y a un truc, vous savez pas à quoi ça sert, mais il y a un mode d'emploi. Voilà. Donc vous êtes super contente, super content, il y a un mode d'emploi, mais vous savez pas à quoi il sert le truc. Et pour moi, c'est un peu ce qui manque quand on zoome que ou trop sur type stratégie autorité intérieure, sans savoir, mais ouais, mais moi je sers à quoi, quoi. Et du coup, je me disais, et je fais souvent cette comparaison dans mes cours, si vous achetez une machine à laver, c'est pour laver du linge. Si vous achetez un four, c'est pour cuire un poulet. Après, on pourra regarder le mode d'emploi. Mais si vous essayez de cuire un poulet dans une machine à laver, ça va pas très bien marcher. Et pareil, si vous essayez de laver votre linge dans le four, ça va pas très bien marcher non plus. Ça veut dire, avant, en fait, de regarder comment je fonctionne ou comment j'ai besoin de fonctionner, la première chose pour moi, c'est à quoi je sers, en fait.
Est-ce que je suis une machine à laver? Est-ce que je suis un four? Je sais pas si vous voyez le truc en fait. Parce que pour moi, en fait, si j'ai pas un sens, si j'ai pas un objectif, si j'ai pas une direction, je me dis bah ouais, c'est super, ok, je réponds, mais et après? C'est quoi ma route? C'est quoi mon chemin? C'est quoi ma fonction? À quoi je sers, moi, Maryse? Je trouve ça beaucoup plus joyeux, en fait, que de me dire, bon, bah, répondre en écoutant mon sacral. Donc ça, c'est le premier point pour moi qui est euh, le plus fondamental. Alors, je me suis amusée à mettre des numéros, hein. C'est la croix d'incarnation, c'est mon dessin, en fait. Euh, c'est quoi mon dessin? Alors, euh, j'avais une cliente il y a très très longtemps, au tout début que j'avais commencé le design humain, qui était venue faire une formation avec moi, Vive son design, et qui m'avait dit justement, le design, c'est le dessin IN de mon dessin EIN. Le schéma, le dessin de mon ADN. Si je design une chaise, je vais la dessiner, mais pour qu'elle réponde à son dessin EIN, de pouvoir s'asseoir dessus. Sinon, si je la transforme en voiture, ça va pas très bien marcher. Donc la première chose pour moi, c'est quel est mon dessin à moi, quelle est ma fonction, quelle est ma croix, quelle est ma mission à moi en tant qu'humain unique, en tant qu'individu unique. Après, je vais pouvoir regarder mon mode d'emploi. Vous voyez, comme ce cadeau qu'on vous offre, si vous savez pas ce qu'il y a dedans, mais que vous avez le mode d'emploi, ça va pas vous servir à grand chose. Je sais pas comment ça résonne, si ça vous parle un peu ça. Et est-ce que vous connaissez votre dessin? EIN, hein. EIN. Ouais. Bah, pour moi, le design, effectivement, enfin, dans mon parcours personnel, il est arrivé après. Donc, après cette quête de sens, de soi, de pourquoi je suis là. Donc, j'ai pas vu trop les choses comme ça. Mais, Ouais. Parce que quand on le découvre le design par soi-même, bah, la première chose par laquelle on commence, c'est type stratégie autorité. mmh, Et des fois, je trouve ça un peu. mmh. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, à partager, à dire ce que ça vous fait, comment ça résonne. Exemple pour moi, parce que j'ai l'impression que c'est pas pour moi, en tout cas, l'ordre d'aller regarder ma stratégie, d'aller à chaque fois regarder tout ça. J'ai l'impression qu'il y a autre chose et quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est ça. À chaque fois aller regarder quelque chose, je sais pas. Et à chaque fois, ça me rebute. C'est toujours la même chose, aller voir sa stratégie, aller se connecter à ça. Et je sais pas, ça me rebute des fois. Et pourtant, à chaque fois, je reviens. Je reviens au Human Design. À chaque fois, je reviens. Moi, c'est plutôt en pointillé. Pour Hmm. répondre à ta question tout à l'heure, quand j'ai su et quand j'ai découvert le Human Design, ça a été, je sais pas, c'était comme si j'étais un livre qui était complètement ouvert et qu'on savait lire en moi Hmm. et qu'on me donnait les éléments et que je pouvais lire également en moi et je me sentais hyper comprise et je me disais mais voilà, je me comprends, voilà pourquoi j'agis comme ça, voilà. Oui. Le design, il vient nous légitimiser dans ce qu'on sait déjà de nous, dans ce qu'on sent déjà de nous. Il vient nous dire, oui, tu as le droit d'être toi, en fait. Donc, quand tu dis, ouais, on se sent compris, c'est vraiment ça. Parce que ça vient dire, ouais, tu as le droit d'être unique, différente, originale, singulière, et d'arrêter de te comparer aux autres et d'arrêter d'être comme les autres. Donc ça, c'est clair. Et c'est vrai que la stratégie, l'autorité intérieure nous permet de ça. Mais pour moi, il manque un truc, quoi. Il manque, comme tu dis, une certaine profondeur. C'est, ok, mais ça sert à quoi? Dans quel but? C'est quoi mon but de vie? En tout cas, moi, j'ai besoin de voir loin et de voir profond, justement. Parce que, ouais, répondre, mais si je sais pas pourquoi, dans quel but, ça, ça manque un peu ça manque de sens. Ça manque de moteur. Et ce dessin, en fait, on le trouve dans la croix d'incarnation. Je sais pas si vous avez déjà
regardez votre croix d'incarnation. Moi, c'est mon élément préféré, j'avoue. C'est le mandala, déjà. Et c'est tout ce qu'il y a autour des croix d'incarnation. C'est-à-dire la notion des quartiers, la notion des archétypes. Dans le design humain, on parle des quartiers. Alors, je vais peut-être essayer de vous les dessiner. On doit juste vous les couper. Quand on voit une croix d'incarnation, on la voit comme ça. Et les quartiers sont, si je fais des traits très droits, les 4 quartiers sont comme ça. Et après, chaque quartier est à nouveau coupé en 4. Et on a ce qu'on appelle le monde des divinités. Dans le design humain, on parle de divinité. Moi, je préfère parler d'archétypes parce que pour moi, ces divinités, en fait, elles sont pas à l'extérieur de nous, hein. Elles sont des moyens de comprendre nos forces archétypales, nos forces profondes. Donc les quartiers, ils viennent déjà nous donner un grand domaine d'accomplissement, quel est le domaine dans lequel je m'accomplis, et la divinité ou l'archétype vient nous donner des informations sur nos forces profondes et sur une mission déjà assez vaste. Est-ce que vous les connaissez, vos quartiers, vos divinités? Ok. Moi, je la connais bien. C'est la croix du phénix dormant, du premier quartier, la divinité Kali. Ok. Et tu connais la vocation de Kali? Ah oui. En m'étant trompé beaucoup, hein, bien sûr, mais en cherchant la vérité, en fait, avoir une tendance de profonde recherche dans l'opposé de ce que je pense penser. Je suis un chercheur, en fait, en gros, oui. Et puis à la fin, je fais mon tri et je suis assez radical à ce moment-là. Donc, Tu coupes des têtes. ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas faux, c'est pas loin. En tout cas, actuellement, maintenant, j'ai passé mon chiron, donc j'ai dû l'encaisser. Puis alors, je suis passé en état d'observateur et c'est clair qu'à ce moment-là, Tu t'es assagi. oui, oui et non. Oui et non. Un Chiron, c'est la guérison, c'est pas la sagesse. Enfin, c'est pas une sagesse. C'est une sagesse plus profonde, quoi. Pas superficielle. Euh, ouais, Kali, c'est celle qui ramène les principes universels dans la matière. Ouais. C'est aussi ma divinité. C'est celle Ah plus décortiquée. toi, une de la famille. Et est-ce que tu as trouvé que connaître ta divinité t'a donné beaucoup d'informations? Oui, mais il fallait la reconnaître aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a une grande recherche chez moi dans le côté spirituel, entre autres aussi, hein, ou travail intérieur. Mais c'est qu'après Chiron, hein, donc quand j'ai pris mon train en pleine figure, que à ce moment-là, j'ai commencé à dire ah, ça, il fallait peut-être pas faire ou pas expérimenter, ou des endroits extrêmement dangereux. Effectivement, dans la spiritualité, on va fréquenter des endroits extrêmement dangereux. Maintenant, je suis très réceptif aussi et j'ai tendance à ressentir pas mal de choses, oui. Ouais. Mais cette force de Kali, c'est vrai que quand on perçoit beaucoup, qu'on n'a pas la maturité de pouvoir trier les perceptions, dirons-nous, euh, cette rage ou cette force émotionnelle aussi fait que il y a comme une réaction, effectivement, qui me permet de me dégager de certaines choses. Mais Ok. c'est une très belle découverte. Oui, ça marche bien avec maintenant. Avant, on m'aurait dit émotionnel, non, pas du tout, je suis intellectuel, nanana. J'aurais inventé n'importe quoi comme personnage pour m'éviter, quoi. Ah oui. Les autres, vous connaissez votre divinité? Du coup, moi, j'ai repris mes notes parce que je l'avais oublié, que tu m'avais dit que c'était Mitra. Ok. Et je sais pas encore, hein, j'ai pas encore tout intégré. Ouais, ça demande du temps à intégrer sa divinité. Ouais, c'est ça. Complètement. Mm. C'est comme si c'était une espèce de Dieu intérieur qu'on découvre au fur et à mesure de la vie, mais qui nous donne nos forces profondes, mais qui nous fait aussi aller dans notre non-soi profond. Les autres?
Moi, je ne la connais pas et comment est-ce que je pourrais la connaître J'attendais la question. Alors, pour connaître, en fait, là, je l'ai mis dans ce sens-là, parce que ça s'intègre et ça se lit dans ce sens-là. Mais en fait, pour connaître ton quartier, tu as besoin d'aller regarder où est le soleil côté personnalité. Et là où est ton soleil, tu vas être... Donc, par exemple, là, c'est un schéma que j'ai fait tout à l'heure, instant présent, ou hier plutôt. Et donc, le soleil, il est dans la porte 35. Donc, c'est une personne qui est dans le quartier de la civilisation. Et après, on compte de 4 en 4. Hop, et hop. Et là, en l'occurrence, c'est Lakshmi. La divinité Lakshmi, la déesse de l'abondance. Alors, les divinités, quand on commence à les regarder dans le design humain, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre comme tout ce qu'on voit sur Internet. Il faut essayer de comprendre un petit peu les divinités grâce aux portes. Alors, j'ai mal coupé ici. En comprenant les portes, on peut comprendre les divinités. Parce que, bon, il y a plein de super choses sur Internet, mais il y a besoin d'aller les comprendre un peu plus profondément, et notamment grâce aux hexagrammes. Donc, tu vas trouver ton quartier, ton archétype et ta croix en regardant le soleil côté personnalité, où c'est qu'il est situé sur le mandala. Et le soleil, bien entendu, c'est ce qui vous fait rayonner. Donc, c'est là où vous allez vous accomplir et c'est là où vous allez rayonner. D'autres partages autour des croix d'incarnation? Ouais, moi je sais que j'ai la croix angle droit du vaisseau de l'amour, mais alors ça s'arrête là, j'avais même pas entendu parler des divinités. Ok, non, c'est pas souvent qu'on en parle. Et bien entendu, le vaisseau de l'amour, par exemple, il y a 4 vaisseaux de l'amour, hein. Il y en a un avec, en Moi c'était le commençant. 3. T'es dans le 3e quartier, le quartier Ouais, des relations? ouais, Ok, donc t'as ton soleil en porte 46. c'est ça. Ok. Et la divinité qui est là, c'est le Christ. Ah bah carrément. Et là encore, il faut pas aller regarder, il faut essayer de comprendre c'est quoi le Christ en tant qu'archétype, parce que c'est pas du tout tout ce qu'on peut penser ou tout ce qu'on peut avoir lu, c'est beaucoup plus profond que ça. D'accord, Notamment, je t'invite à aller regarder des choses sur la sainte colère du Christ. d'accord. Et le Christ, c'est tout l'aspect de la coopération aussi. Ok, bah c'est bon à savoir, merci. Avec plaisir. Hop. D'autres partages ou d'autres questions autour des croix d'incarnation? Mais moi, j'ai découvert du coup ma divinité il y a très peu de temps, donc c'est Maya. Ok, la semeuse de graines. Voilà. Mais après, je n'ai pas encore intégré, c'est trop récent. Maya, c'est celle qui a l'art d'amener son interlocuteur à savoir qu'est-ce qu'il porte en lui. Mhm. Ok, ouais, ça me parle bien. La grande enseignante, Maya. La semeuse de graines, ça veut dire qu'elle est capable d'aider l'autre à savoir c'est quoi la petite graine, l'ADN qu'il porte en lui pour pouvoir le manifester. Mm. Super, ça me parle beaucoup. Mhm. Ok, alors le deuxième aspect qui pour moi est encore plus fondamental que la stratégie et l'autorité intérieure, c'est ce qu'on appelle le PHS. Vous avez déjà entendu parler du PHS? Non. Le PHS, c'est ce qu'on appelle le Primary Health System, avec mon English accent. Il est donné par les couleurs qui sont ici. Il y a la première variable qui vient donner la détermination, c'est-à-dire comment j'intègre l'information. Et la deuxième variable qui vient donner l'environnement, c'est-à-dire quel est mon environnement privilégié. Alors, encore une fois, je vais comparer ça à une voiture. Admettons, vous êtes dans un véhicule et vous devez commencer par lui donner du carburant. Si vous mettez du gasoil dans une voiture essence, première chose, ça va pas bien marcher. Donc le voyage, il va pas être super, quoi. Si en plus vous prenez la mauvaise route, c'est-à-dire le mauvais environnement, le voyage ne va pas être agréable non plus.
Et ces deux informations, même si on trouve très souvent, Héra le disait, numéro 1, c'est type stratégie, autorité intérieure, et ensuite viendra le PHS. Par expérience personnelle et par expérience de mes clients, le PHS est quelque chose pour moi de fondamental. D'ailleurs, il porte bien son nom, c'est le premier système de santé. Parce que si je suis pas bien dans mon corps, comment je vais faire pour écouter ma stratégie et mon autorité intérieure? Donc la première information qu'on appelle la détermination, alors on va pas les regarder ce soir, hein, mais ça vous donnera des clés pour aller chercher. Après, moi j'ai créé des petits modules de formation très spécifiques. Justement, il y a un module sur les quartiers et divinités, il y a un module sur toutes les variables. Ça permet de piocher dans ce qu'on a envie. La détermination, c'est comment je mange, vu dans le design humain. Moi j'ai mis comment j'intègre l'information. Je dirais même que c'est plus comment j'assimile ce que je mange en matière, mais aussi ce que je mange de la vie, l'information qui vient à moi, les relations, les expériences, comment je mange la vie en général. Et ça, c'est un point fondamental. Et déjà au niveau de l'alimentation, par exemple, moi, j'ai besoin de manger dissocié, c'est-à-dire alternatif, une chose à la fois dans la bouche. Je peux vous dire que quand je mange mélangé, ça va être difficile et confus pour moi de faire des choix, d'écouter mon autorité intérieure. Parce que je vais me sentir mal dans mon corps, voire hypersensible, voire voilà, pas bien dans ma peau. Comment on fait des choix quand on n'est pas bien dans sa peau? Parce que quand on intègre mal l'information, en fait, nos 3 centres de conscience filtrent mal, intègrent mal, et du coup conscientisent mal, on pourrait dire. Et nos centres de conscience sont des moyens d'interpréter, d'intégrer ce monde. Donc comment je mange? Et alors pour trouver comment on mange, c'est toujours intéressant d'aller regarder comment je mangeais quand j'étais petit ou petite. Parce que les enfants sont naturellement câblés pour manger correctement. C'est nous les adultes qui les conditionnons pour qu'ils mangent comme on croit qu'il faut manger dans ce monde, c'est-à-dire varié, mélangé, blablabli et blablabla. Donc quand on regarde comment on mangeait quand on était petit, eh ben on arrive à retrouver, moi je me rappelle une cliente qui me disait, elle avait besoin de manger alternatif aussi, elle me disait, ah je me rappelle, ma mère elle me mettait mes plats dans un plateau avec des compartiments. Voilà, il y avait les haricots verts d'un côté, les carottes, la viande et tout était dissocié. Naturellement elle le faisait. Donc essayez de revenir en arrière dans votre passé et vous demander comment vous mangiez. C'est pas tant ce qu'on mange qui est important pour le design humain, même si ça vient en deuxième, c'est surtout comment on met l'information à l'intérieur de nous. Tant l'information alimentaire que l'information de la vie. Et la deuxième variable qui vient nous donner des informations, c'est notre environnement. Notre environnement, c'est, donc il y a six environnements différents. 3 environnements urbains, 3 environnements paysages, qui viennent nous donner l'endroit, l'environnement le plus adapté à notre corps physique. Ça veut dire, quand je suis dans mon bon environnement, non seulement mon corps physique se sent bien, c'est comme si ma voiture était sur la bonne route, mais en plus, je me ressource en énergie, et en plus, je m'aligne sur ma trajectoire, donc je vais faire les bonnes rencontres, je vais avoir les bonnes opportunités, etc. Je me mets sur la route que la vie m'a proposé. Je me mets sur mon chemin, je m'aligne sur mon chemin. Et l'environnement, je l'ai mis exprès aussi ce soir, hein, en plus de la détermination, parce que des fois, quand on parle de PHS, on ne parle que de la détermination. J'ai mis les deux exprès parce que l'environnement peut changer radicalement votre vie. Et souvent, on ne respecte pas notre environnement parce qu'on va se dire, par exemple, la ville, c'est pas un endroit bien. C'est dangereux. Or, par exemple, la personne, elle a un environnement ville. Donc là encore, si on essaye d'enlever toutes nos croyances, quel est l'endroit où je me sens le mieux? Quel est l'endroit où je rêverais d'habiter? Des fois, j'ai des clientes qui me disent, ah, moi, je rêve d'une maison au bord de la mer. Ah ben, ça tombe bien. C'est ton environnement, le rivage. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller acheter une maison au bord de la mer, mais il faut déjà se mettre en mouvement pour peut-être aller se balader au bord d'un rivage, au bord de quelque chose, au bord d'une forêt, au bord d'une rivière, etc. Qui c'est qui connaît ces informations-là?
Moi, en environnement, j'ai caverne, et ce qui me va très bien d'ailleurs. Et le deuxième terme, c'est combinant, mais alors ça me parle pas, par contre, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ok. Caverne combinant, donc caverne, ouais, c'est la cave, la caverne. Combinant, ça veut dire que tu peux garder la porte ouverte. Ouais, ok, Moi, je suis une caverne sélective, je garde la porte fermée. d'accord. Mais t'es bien dans une grotte aussi. Ah ouais, je suis bien dans une grotte. Et c'est là où c'est rigolo, c'est que on se dit, non, mais pour rencontrer des gens, il faut aller là où il y a du monde. Non, non, va dans ta caverne, c'est là que tu rencontreras des gens. La caverne, c'est vraiment 3 murs et une porte, hein. Là, par exemple, la porte dans le dos, pour moi, c'est pas l'idéal. Et ça, c'est pareil, c'est des choses vraiment importantes parce que si on n'est pas dans son environnement, on peut aussi sentir, en fonction de certains environnements, une certaine insécurité intérieure. On se sent pas bien, on se sent préoccupé, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est des petites choses toutes simples, en fait. On peut avoir une caverne au bord de la mer Parce que tu disais qu'il y avait trois environnements citadins et trois environnements paysages, c'est ça? Et la caverne est un environnement citadin. Ah, c'est citadin. Ok. Et ouais. La caverne est un environnement citadin parce que la caverne elle vient parler d'avoir accès facilement à la nourriture pour sa survie. Ok. Elle vient parler de sécurité. Si on revient au monde préhistorique, on avait besoin d'être en sécurité, bien collés les uns aux autres, mais on avait besoin d'avoir accès facilement à la nourriture, sinon on mourait. La caverne, c'est le premier niveau. Donc ça vient vraiment parler de cette notion de sécurité et de survie alimentaire. On a les 6 environnements sont la caverne, le marché, ça vient parler beaucoup d'interaction, c'est urbain aussi. La cuisine, qui vient parler d'interaction, urbain aussi. La vallée, donc là on commence à aller dans le paysage, mais pas très loin du petit village. La montagne et le rivage. Donc je vous les ai donnés dans l'ordre. Donc 1, c'est la caverne, 2, c'est le marché, 3, c'est la cuisine, 4, c'est la vallée. Alors des fois, j'inverse vallée et montagne. 5, c'est la montagne et 6, c'est le rivage. Donc vous regardez la couleur que vous avez ici sur votre schéma et vous pouvez déterminer 1, 2, 3, c'est urbain, 4, 5, 6, c'est paysage. Ok? Et du coup, parce que je vois mon fils qui a 2 ans et demi, là, qui est cuisine humide. Ça donne quoi? Alors, Parce qu'il est très à l'aise en cuisine. l'environnement, on va commencer à le regarder à partir de Saturne, 28 ans. On va pas D'accord. regarder l'environnement avant, parce que t'imagines, toutes les familles seraient décomposées. Il y en a un à la mer, l'autre à la montagne, l'autre en ville. Donc l'environnement est nécessaire à partir de... Alors moi j'ai une tendance à dire que la crise de Saturne, c'est la crise d'adolescent. Ça veut dire aujourd'hui, nos enfants, ils font leur crise d'ado à 28 ans. D'accord. Pourquoi? Avant, on était régi par des cycles de Saturne qui faisaient 28 ans. On arrivait au monde à 0 ans et puis on partait. On avait une longévité, voilà, une moyenne à peu près de 30 ans, quoi, 28-30 ans. Et maintenant, depuis l'arrivée d'Uranus dans le système solaire, on n'est plus sur des cycles de 28 ans, mais des cycles de 84 ans. Donc avant, on avait notre majorité à 14. Maintenant, notre majorité, elle est à 42. 42 ans, on devient adulte. Et à 28 ans, on fait notre crise d'adolescent. Donc moi, j'ai tendance à dire que jusqu'à 28 ans, nos enfants sont encore des enfants. Ils n'ont pas fait leur crise. Ils sont pas encore prêts à quitter le nid complètement. Et en tout cas, on a besoin de les accompagner. Mais à partir de 28 ans, il faut vraiment qu'ils intègrent leur environnement. Alors bien entendu, tu vas peut-être pouvoir le sentir avant avec tes enfants. Mais c'est pas important ça. Par contre, la détermination, c'est fondamental pour les enfants. Fondamental. Parce que l'enfant, de ses 0 à 7 ans, il va créer tous ses circuits neuronaux. Et s'il mange de travers, il va déjà commencer à se conditionner plus, parce qu'il ne sera pas bien dans sa peau. Alors que s'il mange correctement, il va développer correctement tous ses circuits neuronaux.
Et les enfants, ils savent très bien comment manger. En fait, quand on les laisse faire, ça marche très bien. Comment ça résonne tout ça? Vous avez envie de partager des choses? De causer? Moi, personnellement, ça m'a bouleversée en fait là. Ça m'a bouleversée parce que je viens de me rendre compte cette année que j'ai l'impression de ne pas être quelqu'un de la ville et j'ai envie de finir dans le paysage. Comme, ouais, vraiment, vraiment. C'est comme si en fait tu répondais à ma question parce que je n'ai pas arrêté de me mentir en me disant je suis bien là où je suis, etc. Mais quand tu parlais, j'avais les larmes aux yeux. J'ai tout fait pour me retenir. Ouais. Ouais, je suis contente que ça te touche. Ça va faire du changement à l'intérieur. Et il n'y a pas besoin de se retenir. On dit que les larmes, quand elles coulent, eh ben, elles vont dans la bouche et en fait, quand on les mange, ça devient des médicaments. Donc vous pouvez jeter les mouchoirs. Comment on fait dans un couple quand on n'a pas le même environnement? Très bonne question. Mm. Eh ben déjà, peut-être que le dimanche, on va pas aller se balader au même endroit. Et après, il y a des personnes, alors il y a plusieurs choses qui vont entrer en compte, on va pas pouvoir le regarder là, mais il y a des personnes pour qui l'environnement est encore plus important que pour d'autres, notamment si le centre de l'identité est ouvert. Donc si dans un couple, il y a un centre de l'identité défini, un centre de l'identité ouvert, on va privilégier l'environnement du centre de l'identité ouvert. Mhm. Ça, c'est fondamental. Puisqu'un centre ouvert vient parler d'une certaine vulnérabilité, on va privilégier de prendre soin de la personne qui a cette vulnérabilité. Et d'ailleurs, les centres de l'identité ouverts, quand ils sont pas bien dans un endroit, ils le sentent tout de suite. Mm. C'est des géobiologues, les centres de l'identité ouverts, hein. Mhm. Alors après, des fois, ça peut être aussi, si j'habitais à un endroit mais que je travaille à un autre, ça peut permettre de gérer les deux. Mhm. Voilà, j'habite en campagne, mais j'ai besoin d'un environnement ville, je vais aller travailler en ville, ou inversement. Mm. Ça peut être ça aussi, ouais. Mm. Et puis, après, voilà, hein, un couple, c'est pas obligé d'être fusionnel, donc on peut, le dimanche, moi je vais à la mer et toi tu vas à la montagne, voilà. Ou toi tu vas en ville. C'est aussi ça. Et c'est pour ça que ces deux variables, pour moi, sont profondément importantes, même sur la nourriture, hein. Euh, Quand on a des enfants, on cuisine plus pareil, hein. Entre ceux qui ont besoin de manger dissocié, ceux qui ont besoin de manger toujours la même chose, ceux qui ont besoin de manger chaud, ceux qui ont besoin de manger froid, ceux qui ont besoin de manger en marchant ou en courant ou en bougeant, et c'est sûr que on respecte pas les conditionnements de le repas et l'endroit le plus sociable de la famille. Ça change tout. Mhm. Mais c'est les deux variables qui permettent à chacun de se sentir bien dans la famille. C'est nos besoins de base. On est du côté design, c'est nos besoins physiques fondamentaux. Se forcer à mal manger pour faire comme la coutume ou vivre dans un environnement qui ne me convient pas par obligation ou par devoir ou par machin, ça veut dire je nuis à mon corps physique. Et comme on dit tout à l'heure, si mon corps physique va pas bien, le voyage va pas être agréable. D'autres partages? Moi, je ne sais plus du tout, en fait, au niveau de la détermination, ce que c'est. Je sais que j'avais vu la sensibilité, mais je ne sais pas si c'est ça. Non, Et la j'avais vu sensibilité, aussi c'est la bas. cognition. Ouais, donc c'est le côté bas, en fait. J'ai besoin de silence ou... Acoustique, Ouais, basse. ouais, c'est ça. Ok. Alors, acoustique basse, ça veut dire surtout une acoustique, une fréquence acoustique qui te convient. Ça veut pas obligatoirement dire silence, mais c'est une acoustique qui convient à tes oreilles. Mm. Moi, mon fiston, il est acoustique haute. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai toujours chanté quand j'allaitais alors que je ne chante jamais. Mm.
Et quand quand il arrive à table, s'il y a une musique qui lui convient pas, il va me faire ah, elle est horrible cette musique. Il pourrait l'entendre 1 heure avant de manger, mais au moment d'arriver à table, ah non, je peux pas, la musique là, faut la changer. Mhm. Ok. Et ça peut être aussi des fréquences sonores, pas obligatoirement de la musique, mais une voix qui te convient ou qui te convient pas. Oui. Voilà. Moi, j'ai vu mon fils quand il était bébé, des fois quand on était dans des repas de famille, il ne mangeait pas. Dès qu'on montait dans la voiture, il se mettait à manger. Mhm. Ouais. Parce que, et c'est pour ça que je dis l'enfant sait de lui-même se caler sur son PHS et respecter son PHS si on ne le contraint pas à manger ou voilà. Ouais. Puis l'environnement, ça me parle beaucoup parce que bah, du coup, je le découvre. J'ai regardé vite fait ma carte en même temps et donc c'est le rivage. Alors je suis contente parce que c'est ce qui m'attire le plus. Voilà. Rivage, c'est un endroit où il y a peu d'interactions sociales. Mm. Ouais, ça me va bien. Tu habites où? J'habite à côté des Sables d'Olonne, je suis à Ah bah côté de la voilà, mer. c'est parfait. Ouais. C'est Mais parfait, vraiment, ma vision idéale, c'est vraiment la maison juste en face de la mer, quoi. Mm. c'est ça. Vue dégagée sur l'horizon, Exactement. lieu de transition et de démarcation. Hmm. Et les enfants nous apprennent cette sagesse de nous aussi, éventuellement nous empêcher de manger quand c'est pas en accord avec nous-mêmes. Il vaut mieux te priver de manger que de manger dans un bruit ou dans un acoustique qui te convient pas. Parce qu'après, c'est ton système digestif qui va en pâtir et qui va bouffer tes ressources pour réussir à digérer l'information. Ça veut dire aussi, je vous disais tout à l'heure, c'est pas que ce que je mange, c'est comment j'intègre l'information. Ça veut dire aussi même quand tu travailles, Mm. eh ben, tu as besoin d'avoir une acoustique qui te convient. Ben moi, ce que je me rends compte pour la digestion de façon générale, information ou nourriture, c'est si je suis dans des mauvaises dispositions émotionnelles, ça ne passera pas. Voilà. Il y a ça aussi, et donc si j'entends, enfin s'il y a au niveau acoustique en fait une notion de conflit euh, ou trop de bruit quand je travaille, ce sera pas possible. Mm. T'as l'émotionnel ouvert? Non, 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 il est défini. Ok. Ta cognition sensibilité, elle vient parler d'émotionnel aussi, hein. La Ouais. sensibilité, c'est rattaché au Mm. centre de conscience émotionnelle. Ouais, ouais. Donc, plus tu vas respecter ta manière de manger, plus tu vas aiguiser, développer, affiner ta sensibilité. Moins tu vas respecter ta manière de manger, plus tu vas saboter ton intelligence cognitive. Mm. C'est complètement lié en fait. Alors, où puis-je trouver les symboles de l'environnement? Donc, c'est la couleur qui est ici en fait, hein, qui va venir donner l'environnement. Alors, je sais pas, il y a des logiciels où on n'a pas cette vue-là complète, holistique. Mais je crois que ah mince, j'ai une cliente qui m'a montré l'autre jour un écran où on voyait bien. Des fois, Sur l'application Human Design App, ouais, tu l'as quand tu cliques sur les 3 petits points. Je ne sais pas si vous avez cette appli sur le téléphone qui est assez. Oui, en fait, même quand on clique sur notre nom dans l'application et qu'on fait défiler, en bas, c'est marqué aliments et scènes. d'accord. Ouais, je le vois maintenant, en fait. Ah ouais. Ah, voilà. Donc, voilà, on découvre. C'est le but du jeu. Moi, j'ai une question par rapport à. Je suis comme toi en consécutif, le fait de manger une chose à la fois. Et bon, je me demande combien de temps il faut de déconditionnement quand on a été forcé, si tu veux, dans l'enfance, de goûter à tout, de prendre des trucs mélangés, etc. Je sens combien c'est difficile, bien que maintenant je puisse gérer mes repas comme je veux, mais il y a un truc culturel qui est compliqué. Tout à fait. Il y a un truc culturel.
Euh, Puis alors, je trouve que consécutif et alternatif, c'est pas génial hein, comme détermination, hein, Ouais. en passant. Euh, En tout cas, il y a aussi un truc, c'est que nous, les humains, on s'habitue à l'inconfort. Hein. Mm. Vous voyez, la petite grenouille qu'on met dans la marmite et puis ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, elle se rend pas compte. Bon, on est un peu comme ça, on s'habitue à l'inconfort et on se rend même plus compte que c'est pas confortable. Quand on décide de respecter sa détermination, euh, c'est vraiment un choix qui vient de votre autorité intérieure d'ailleurs. Moi, au début, ça a été non, quoi. Hors de question. Je me suis dit, non, mais si j'arrête de manger mon pain beurre avec ma confiture, ça va plus le faire en bonne bretonne. Donc, c'était juste impossible. Et en fait, il y a eu un moment donné où j'ai basculé, où j'ai commencé à manger dissocié. Et aujourd'hui, faire un retour en arrière, ça serait hors de question. Parce qu'en fait, ça veut dire que maintenant, quand je mange mélangé, je le sens tout de suite. C'est-à-dire le quart d'heure, la demi-heure, ça y est, je me sens pas bien, lourde, euh, voilà, pas bien dans mon corps. Mm. Donc ça veut dire qu'après, une fois, en fait, c'est une fois que tu as fait le pas, le retour arrière, Mm. il est compliqué. Et tant mieux. Et non seulement t'es mieux en ton corps, t'es mieux en ton esprit, en fait, t'es mieux en tous tes centres de conscience, quelque part aussi. Et après, il faut être créatif pour manger dissocié. Alors, il y a un endroit aussi, il faut pas devenir rigide. Parce que euh, rigide et puriste. Euh, Parce que si c'est contraignant, c'est plus respectueux de ton élan intérieur. La vie, elle n'est pas contraignante. Consécutif et alternatif, on est sur du régime chasseur-cueilleur, en gros. Hein. Donc ça veut dire aussi choisir des aliments qui ont du bon goût. Se faire plaisir sur des aliments qui ont du bon goût. Et puis ne pas hésiter à mettre quand même un peu d'huile, ou un peu de beurre, ou un peu de sel, ou un peu de poivre. Voilà. Les légumes vapeur, moi, c'est pas mon truc. Hein. Donc on peut les faire revenir dans un peu d'huile. Voilà, faut pas que ça soit. Hein, le but du jeu, c'est pas de la rigidité. Sinon, ça va devenir quelque chose de lourd, un effort, et là, du coup, si vous êtes des générateurs, ça va faire frustration, etc., quoi. Ok. Alors, le troisième point. Le troisième point dont j'avais envie de parler, c'était comment circule l'énergie dans mon schéma. C'est bien de connaître son type, sa stratégie, son autorité intérieure, mais c'est important de comprendre que notre énergie, elle circule d'une certaine manière et que tout finit toujours à la gorge, d'ailleurs, son de la manifestation, et que ça commence toujours par nos deux centres de pression. Ça veut dire, pour bien comprendre aussi cette stratégie et cette autorité intérieure, quelle est mon énergie, d'où elle vient, par où elle passe, est-ce qu'il y a des centres moteurs, est-ce qu'il n'y a pas de centre de moteur, etc. Comment se fait la circulation à l'intérieur de mes centres définis? Non seulement c'est ça qui va définir mon type, donc ma stratégie, et donc me donner de la compréhension. C'est beaucoup plus facile pour moi de comprendre cette circulation d'énergie que de se dire, ok, je dois écouter mon sacral. Point. Et ça va venir donner, enfin je sais pas là, je vous montre deux exemples. On voit bien sur ces deux exemples que l'énergie, elle est complètement différente. D'un côté ici, on a un générateur manifesteur avec 3 moteurs, et ici, et dont l'énergie va à la gorge. Et de l'autre côté, on a un projecteur avec un moteur qui s'en va pas à la gorge. Donc on voit bien que pour que cette énergie s'anime, j'ai envie de dire, l'élan intérieur est complètement différent. Et souvent, on va regarder notre autorité intérieure, mais en vrai, on a plusieurs autorités intérieures des fois. Là, en l'occurrence, j'ai perdu mon crayon, on a l'émotionnel en premier, mais on a quand même aussi le sacral. Et on a quand même aussi l'identité. Et tout ça deviennent 3 appuis à écouter pour faire ses choix.
Il n'y a pas que l'autorité intérieure à regarder, mais tous les centres qui peuvent être une autorité intérieure. Et comment circule mon énergie? Est-ce que, là, tout simplement, on voit sur le premier schéma, c'est une personne, entre guillemets, qui se suffit à elle-même énergétiquement parlant, alors que dans le deuxième schéma, à droite, on voit bien qu'il va falloir un petit coup de main de l'extérieur pour que cette énergie puisse accéder à la gorge, qui est l'objectif final, quelque part. Qu'elle puisse se manifester, qu'elle puisse s'extérioriser. Donc on a aussi ça à regarder quand on veut aller approfondir notre stratégie, notre autorité intérieure. Et du coup, je vous ai mis une petite diapo sur la vocation de chaque type. Je pense que vous connaissez les types, mais on va faire un tout petit peu de révision. On a 2 types énergétiques que sont le générateur et le manifesteur, et on a 2 types non énergétiques que sont le projecteur et le réflecteur. Si je regarde quel est l'objectif, encore une fois, la vocation de chaque type, ça va être plus facile de comprendre et d'intégrer ma stratégie. Si je suis un générateur, mon objectif, c'est d'être une prise électrique, donc de générer de l'énergie, d'être un moteur à énergie libre. Si je suis un manifesteur, mon objectif, c'est d'appuyer sur l'interrupteur, d'impulser l'énergie. Si je suis un projecteur, mon objectif, c'est de guider cette énergie qui vient d'être démarrée. Et si je suis un réflecteur, mon objectif, c'est de refléter cette énergie pour voir si elle est rouge, jaune, verte, bleue, pour voir si elle est saine, pas saine, conditionnée, pas conditionnée. Être un témoin lumineux. Ça vous parle, ça? C'est clair pour vous? Et c'est parce que mon type a un objectif qui va avoir une énergie et un aura particulière. Mon aura est à mon service quelque part, au service de l'objectif de mon type. Si mon objectif c'est de générer de l'énergie, il faut que j'ai une aura et une énergie puissante et créatrice. Si mon objectif c'est d'impulser de l'énergie, ben j'ai besoin d'avoir une énergie du type starter, quoi. Hein. Vous savez, dans les voitures, avant, il y avait le truc qu'on tirait là pour faire chauffer la voiture plus vite. Et ben c'est ça l'énergie du manifesteur. Si j'ai une énergie dont l'objectif est de guider, enfin si j'ai un type dont l'objectif est de guider l'énergie des autres, j'ai besoin quelque part de leur emprunter leur énergie. Bien entendu, quand j'emprunte l'énergie de l'autre, je ne lui prends pas, c'est une, entre guillemets, une énergie empruntée, entre guillemets, on ne peut pas prendre l'énergie de quelqu'un, et de la potentialiser pour qu'elle soit correcte. Et si mon objectif est de refléter l'énergie, j'ai besoin d'avoir une aura et une énergie reflétante et amplificatrice. Donc mon aura, mon champ électromagnétique est au service de mon objectif. Pas mon objectif mission de vie comme on a vu tout à l'heure, mais mon objectif en tant que type. Ok, tout ça c'est clair pour vous? Juste, est-ce que tu peux... Je vais juste revenir sur un petit point. Pardon, on est Euh, plusieurs à parler. Vas-y. je voulais juste avoir plus de clarté sur la gorge, en fait, que tu dis que c'est la fin du circuit d'énergie. C'est pour manifester les choses. La gorge est un centre de... Alors, j'avais mis des petits... Donc tout part d'en bas et d'en haut. Ça va passer par des centres moteurs. Et ça va aboutir à la gorge. Hop, j'ai un cran plus. La gorge, c'est un centre qui, quand il est connecté à un de ces moteurs directement ou indirectement, devient un centre de manifestation, ou en tout cas a pour vocation de manifester. Quand il est connecté aux autres ou quand il est connecté au mental, il a surtout une vocation de communiquer. C'est un centre de manifestation et de communication. Mais plus profondément, c'est un centre de manifestation de soi et de métamorphose. Tout finit à la gorge, en fait. L'énergie, elle aboutit à la gorge. Mince, à chaque fois je perds mon crayon. Elle redescend pas comme ça. Elle remonte pas comme ça. Ça s'arrête ici.
Donc, on pourrait dire la gorge, c'est la manifestation de soi et la métamorphose. On a quelque chose à extérioriser, à partager. Ça répond à ta question? En partie, parce que quand je vois mon schéma, que j'ai la gorge non définie et qu'il n'y a pas de canaux qui arrive à la gorge, je me pose des questions, mais voilà, ça va. Alors, encore une fois, un centre ouvert n'est pas un centre avec des failles ou n'est pas un centre vide. C'est un centre ouvert. Mm. Donc, le don, c'est pas parce que tu as la gorge blanche que tu peux pas parler, que tu peux pas manifester. Mais cette communication ou cette manifestation va se faire grâce à l'interaction avec les autres. Et en plus, ta gorge blanche, elle te permet d'écouter les autres. C'est un vrai don d'écoute, de diplomatie. Les centres blancs, les centres ouverts sont des centres empathiques. On voit l'empathie émotionnellement, mais on la regarde pas à tous les autres endroits. Donc, tu as une empathie de communication. Tu entends, tu intègres, et ensuite tu peux parler. Et tu peux parler, j'aurais envie de dire, de différentes couleurs, comme un caméléon. D'accord? Tu peux parler bleu, vert, rouge, en fonction de avec qui tu es. Et c'est là où il faut toujours revoir les... Enfin, on a une tendance naturelle à voir les centres blancs comme des problèmes à résoudre ou comme des choses à remplir. Non? Moi, j'ai la gorge définie, j'ai qu'une porte dans ma gorge. Ça veut dire que tu as plus de palettes, toi, que moi, en fait. Tu vois? C'est ouvert, c'est pas fixe. Merci. D'autres questions sur ces points de circulation d'énergie et d'objectifs de type? Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais avant concernant les autorités, les autorités secondaires. Comment tu les détermines en fait? Alors, tous les centres, presque, sous la gorge, sauf la racine, sont des autorités intérieures. Donc, à partir du moment où ils sont définis. Voilà, s'ils sont définis, c'est des appuis. Ok. Si c'est des appuis, eh ben, tu les écoutes, tu t'appuies dessus. Ok. Et le dernier point que je voulais vous partager, c'est se poser les bonnes questions. Ça veut dire, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, si tu veux, Vanessa, c'est OK, j'ai plusieurs appuis, mais j'ai aussi plusieurs endroits qui peuvent me faire partir de travers. Donc, c'est pas tout d'écouter mon autorité intérieure, c'est aussi d'écouter qu'est-ce qui peut me dire, là, t'es pas dans ton autorité intérieure. D'accord? Et souvent, c'est plus facile de savoir qu'est-ce que je veux pas que qu'est-ce que je veux. Ça veut dire c'est aussi plus facile de voir est-ce que je suis dans le non-soi que est-ce que je suis aligné à mon autorité intérieure. Faire un peu comme, comment on dit, on va barrer quoi, on va barrer les cases. Par élimination, ouais. Ouais, voilà, par élimination. Est-ce que je suis en train d'agir pour, alors si on s'amuse un peu, hein, est-ce que j'agis parce que je veux prouver quelque chose? Est-ce que j'agis parce que je me sens en insécurité? Est-ce que j'agis parce que j'ai pris la pression, etc., etc., ou parce que je veux me débarrasser de la pression? Ou est-ce que, on va le faire d'une autre couleur, j'agis parce que ça me motive et que ça me crée du plaisir et que ça me donne des émotions? Ou parce que ça me fait simplement vibrer? Ou parce que ça fait sens pour moi? D'où je viens quand j'agis? C'est toujours les questions à se poser. Il est où mon élan intérieur? Elle est où ma motivation? Me la péter? Me mettre en sécurité? Me dépêcher?
Souvent, je dessine ça comme ça. Je dis, on a comme une espèce de trajectoire, un autoroute sur lequel on reste aligné, qui va vers notre croix, hein, sur lequel on reste aligné grâce à notre stratégie, notre autorité intérieure. Et la clé, c'est, nous, on est les observateurs ici. Est-ce que je suis en train de chercher à me la péter, à être la meilleure et à prouver quelque chose? Est-ce que je suis en train de faire ça pour me sentir en sécurité? Est-ce que je suis en train de courir dans tous les sens pour me débarrasser de la pression? Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je peux m'arrêter là et me mettre en observation. Ok, je suis en train de faire ça ou je décide de faire ça. Ça vient d'où? Il vient d'où mon élan intérieur? De mes appuis ou d'une envie de prouver quelque chose, une comparaison ou d'une peur ou etc. Plutôt que de rester juste sur l'autorité intérieure, et si j'y mettais un petit peu de, de, de contenant. Ça vous parle, ça? J'ai une question, Maryse. Mm. Quand on a bien identifié son élan intérieur, je voulais savoir s'il était possible de rester dans cet espace d'endroit, dans cet espace de manière plus permanente. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, parce que je me dis que si je sais que c'est de la joie que provient cette envie partagée, par exemple, que ça vient pas de l'envie de me faire voir, de me faire entendre, etc., et que c'est plus dans le service être au service des autres, je me dis que avec le temps, ça pourrait devenir je pourrais retrouver cette vraie nature qui est déjà à l'intérieur de moi. La joie sans objet. Alors, c'est une vraie question à laquelle je peux pas te répondre parce que j'aurais besoin de voir ton schéma. Est-ce que j'ai envie de partager? Si tu veux, pour moi, la joie, elle doit pas venir de l'extérieur. Je dis pas que partager ne crée pas de la joie, ne donne pas de la joie. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ouais. Oui, j'ai posé la question parce que ces derniers mois, j'ai l'impression de partager pas à partir de quelque chose du non-soi, pas à partir du non-soi. C'est plutôt, maintenant, j'en ai rien à faire si on regarde, si on entend, voilà. Et je voulais savoir si ça pouvait être permanent ou Ouais. pas. Alors, permanent, pour moi, on n'est jamais aligné définitivement. On D'accord. ne fait que se réaligner en permanence. Enfin, on est dans un monde conditionné, conditionnant, hein. Hmm. Donc, je pense pas qu'on peut être définitivement aligné, mais on l'est de plus en plus. Et pour savoir justement si les choses sont justes, moi, c'est ce que je fais. Je balaye tous mes centres ouverts. Je me dis, ok, là, je suis là-dedans, non, c'est bon. Je suis là-dedans, non, c'est bon. Je suis là-dedans, non, c'est bon. Voilà. Petite introspection. Le soir, souvent je dis le soir, posez-vous. Regardez qu'est-ce que vous avez fait de votre journée. Qu'est-ce qui vous a créé de la satisfaction? Qu'est-ce qui vous a créé de la frustration? Tiens, pourquoi j'ai été le faire alors que finalement ça m'a créé de la frustration? Et ça permet de rentrer en introspection de vos centres ouverts. Ah ouais, je suis allée aider mon voisin à tailler sa haie, j'avais pas du tout envie. Résultat, j'ai bousillé mon après-midi, j'ai taillé la haie, et ben voilà. Pourquoi je l'ai fait? Tiens, pour faire la bonne voisine, blablabli, blablabla. Donc c'est cette introspection, ce regard observateur, et des fois avec du recul, hein, à la fin de la journée, bah, il permet d'être plus conscient du pilotage des centres blancs et le coup suivant de se dire ah non, là je le fais pas. Cette fois-ci, je lui dis non. Merci.
Et je vous ai mis un petit tableau, mais vraiment, il est loin d'être exhaustif, hein, pour justement, voilà, est-ce que j'agis pour prouver ma valeur? Est-ce que j'agis pour éviter la confrontation ou les émotions? C'est toutes des questions qui peuvent vous permettre de voir si, en effet, c'est le non-soi qui pilote ou si c'est vous, ou si c'est votre autorité intérieure, ou si c'est le soi, donc vous, quoi. Est-ce que j'essaye de me fixer dans un rôle, dans une direction? Alors, hein, j'aurais dû mettre des 3 petits points partout, bien entendu. Est-ce que j'agis par peur de l'insécurité, par peur du changement? Est-ce que j'agis par certitude, pour prouver que j'ai raison? Est-ce que j'agis pour me débarrasser de la prise de tête qui m'envahit? Est-ce que j'agis pour me débarrasser de la pression? Est-ce que j'agis pour finir tout ce qu'il y a encore à faire, etc. Est-ce que j'agis pour attirer l'attention? Donc c'est un petit, comment dire, des petites triches à accrocher dans le salon, dans les toilettes, dans la salle de bain, pour se dire, tiens, je suis où là? Je suis à quel endroit? Je suis sur mon autoroute ou je suis en train d'empêcher la fusée de décoller? Pour moi, c'est plus clair de regarder les choses comme ça que de se dire, mon sacral, il a fait quoi? Par exemple. Ou des fois, mon splénique, il m'a dit quoi? Des fois, j'entends des gens qui me disent, je sais pas si c'est ma petite voix, je sais pas si c'est ma grosse voix, j'en sais rien. Et ben, le temps de réussir à réentendre cette petite voix, et si je me posais toutes les questions, centre par centre. Voilà, je fais ça d'où je viens. Ça veut dire d'où vient mon élan profond. Et est-ce qu'il fait sens, est-ce qu'il est aligné à ma mission de vie? Comment ça résonne tout ça? Ça résonne vachement chez moi, mais vraiment, ce coup de faire un check. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps. J'avais une poutre au-dessus de mon lit et j'avais des petites phrases. J'avais l'amour ou la peur, parce que je connaissais pas le design humain. Et moi, c'était mon check de l'amour ou la peur. Dans cette décision, c'est quoi? Et là, en fait, c'est la même chose, mais en plus poussé, en fait, quelque Tout à part. fait, tout à fait. Donc voilà, mais finalement, en fait, quand on a pris cette habitude de checker, voilà, ça se fait rapidement. Et je sais plus, je voulais revenir sur un autre point que tu disais, j'ai oublié entre-temps. C'est pas grave. Ça va revenir. Mais ouais, ça me parle beaucoup. Ouais, c'est des petits checks qui vont devenir automatiques après, en fait. Mm. À la limite, vous faites une liste centre par centre avec toutes les questions, et puis après, ça va le faire comme ça. Non, mais là, c'est bon, je suis dans mon plexus ouvert, par exemple. Voilà. Et voilà, le deuxième, c'était est-ce que c'est aligné avec la croix d'incarnation, la mission? J'avais une autre question, c'était en quoi ai-je servi aujourd'hui? Hmm. Et du coup, ça fait complètement sens pour moi. Ouais. Mm. Super. Ouais, j'aime bien le en quoi ai-je servi aujourd'hui et pas à qui ou qui j'ai servi aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'était mes petites Ouais, questions génial. clés. Merci pour ces 2 questions. En quoi ai-je servi aujourd'hui? Ouais. Ouais, Jana, tu vas nous quitter, mais en fait, moi, j'ai fait le tour de mon PowerPoint, donc t'inquiète pas, t'as tout eu. Pas de souci. J'ai fait le tour, je suis disponible si vous avez encore des questions et ou des choses à partager. Euh, ou des points d'obscurité, peut-être. Est-ce que ça vous a éclairé? Ouais, ça a été vraiment fort. J'ai appris plein de choses. Euh, des trucs, soit qui coulaient de source, qui étaient évidents, mais comme ils sont pas mis en mots, bah forcément ça devient. Enfin, c'était pas évident, alors que finalement ça l'est. Je sais pas si je suis claire. Et, euh, et puis ouais, plein de choses, plein de clés, plein de trucs intéressants. Vraiment, merci beaucoup. Hmm. Moi, j'aime bien dire des fois, lâchez-vous la grappe avec le type et la stratégie. Il y a un endroit de... Quand c'est trop mentalisé, c'est insupportable en fait. Et du coup, ça devient la confusion.
Alors là, est-ce que c'était mon sacral? Est-ce que c'était pas mon sacral? Est-ce que c'était mon splénique? Est-ce que c'était pas mon splénique? En fait, je sais pas. Et pour moi, il y a un endroit de l'enfant, naturellement, il n'a pas besoin de savoir quel type il suit son élan intérieur. Ce que j'avais envie de vous faire passer un peu, j'allais dire ce matin, non, ce soir, c'est de revenir à, ok, si je suis un enfant, je fais quoi là? Comme tu disais, l'amour ou la peur, quoi. Si je suis un enfant et que je suis connecté à moi, je fais quoi? Si je me préoccupe du regard des autres, je fais quoi? Par exemple. Et notre élan intérieur, il agit souvent en premier. C'est après qu'il y a le non-soi qui se la ramène avec ses oui, mais. Alors, ça, c'est aussi une clé. Quand ça fait oui, mais je dois, il faut, c'est pas trop mon élan intérieur. Et ça, c'est des petits mots-clés très faciles à repérer quand on parle. Ouais, mais là, je dois faire ça. Je dois le faire. C'est qui parle? C'est mon cœur égo ouvert ou c'est mon sacral? Je dois le faire ou j'ai envie de le faire? Oui, déjà, dès qu'il y a de l'injonction dans la phrase, ça peut nous mettre la puce à l'oreille, quoi, déjà. Tout à fait, tout à fait. Et d'où vient le je dois? D'où vient le il faut? Mm. Il faut que j'aille manger chez ma voisine parce que ça fait 2 fois qu'elle m'invite et puis j'ose pas dire non. Paf. Plexus. Lâche-moi la grappe. Après, moi, ce qui m'a bien aidé aussi, c'est juste de me dire, en fait, il n'y a aucune décision qui n'est à prendre finalement avec le mental. Parce que j'avais ce truc de chercher à prendre mes décisions justement avec le mental quand j'avais pas conscience de ça. Ben, c'est ce qu'on nous a expliqué pendant des années. Réfléchis avant de prendre une décision, pèse le pour et le contre, blablabli, blablabla. Enfin voilà, c'est toujours faire des tableaux, plus, moins. Mais en fait, non, le mental, il sert pas à ça, en effet. Il est en appui. Au final, bon, moi je suis émotionnelle et c'est assez drôle parce que au final, je pouvais me torturer l'esprit, mais pour qu'au final, je suive quand même mon truc émotionnel, quoi. C'est ça. Finalement, c'était ça qui me décidait toujours. Donc, j'ai toujours suivi sans même le savoir. Ouais. Mais là, au moins, on va au plus simple, quoi. Ouais, et puis ça évite un petit peu d'effort à se triturer la tête, quoi. C'est ça, c'est clair. Mm. Ou des nuits blanches, ou des... Ouais, ça allège. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours, c'est retrouver son élan intérieur. C'est léger. Là, c'est léger, en fait, l'élan intérieur. Le il faut, c'est pas léger. Ok. D'autres points? Eh bien alors, on va pouvoir clôturer notre soirée. Je vais vous laisser aller manger. En tout cas, merci. J'espère que ça vous a apporté. J'espère que ça a reclarifié des points qui étaient déjà connus. Et puis, j'espère que ça va vous donner de la matière pour aller chercher autre chose, d'autres éléments dans le design humain, d'approfondir votre croix, votre quartier, votre divinité. Pour moi, c'est les plus importants, c'est les fondamentaux. Et de vous amuser avec ça. Et si vous avez des sujets que vous voulez traiter en causerie, n'hésitez surtout pas à m'en envoyer. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Très belle soirée. Bonne soirée à toutes, tous et Merci, toutes. bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.